Sen TV, bienvenue chez vous. Merci de nous rester fidèles, comme tous les dimanches, votre émission Toute la vérité. C'est avec plaisir que nous vous retrouvons ce jour. Avec nous également, pour ce nouveau numéro, le professeur Oumar Faye. Professeur déjà, ou docteur je dirais. Oumar Faye, bonjour et merci de nous accueillir et d'être notre invité pour ce nouveau numéro. Professeur Oumar Faye, on va juste brosser une partie de votre CV, puisque vous avez été directeur de la santé au ministère de la Santé, chef de la division immunisation, surveillance épidémiologique, entre autres. Un domaine que vous maîtrisez, c'est celui de la santé, de manière générale, publique, également dans la sous-région. Si on devait catégoriser le cursus du professeur Oumar Faye, quel serait peut-être votre CV en quelques lignes? Je dois dire que j'ai fait d'abord la pédiatrie, ensuite j'ai été agrégé en parasitologie et mycologie en 1998 et je suis entré au ministère de la Santé après avoir participé aux assises où j'avais la commission qualité des soins. J'ai été nommé chef du service national des grandes endémies. Ensuite, j'ai été nommé aussi chef du service de l'éducation pour la santé, chef de la division de la surveillance épidémiologique, comme vous avez dit. J'ai été aussi directeur de la prévention individuelle et collective avant d'être le directeur de la santé. Voilà plus ou moins le cursus. Quelqu'un qui a donc passé le plus clair de son temps dans ces structures médicales et également à un niveau assez important, pour ne pas dire très important. Aujourd'hui, actualité oblige, vous l'aurez remarqué, la distance qui est respectée dans le tournage de cette émission, c'est cette pandémie mondiale et surtout ses effets au Sénégal. Au Sénégal où il y a quelques jours, on était à sensiblement un peu plus de 62% de patients guéris. On est à moins de cela aujourd'hui avec un peu plus de 300 et quelques patients qui sont encore dans les structures de santé. Tout ceci avec cette pandémie, à savoir le Covid-19. Quelle est, selon vous, la situation présente, puisque c'est une pandémie au plan mondial? Peut-on parler d'épidémie aujourd'hui au Sénégal? Oui, au Sénégal, j'ai vu qu'il y avait, enfin que les gens avaient pensé qu'il y avait une augmentation des cas. Et j'ai vu que tout le monde s'affolait d'ailleurs. Mais lorsqu'on parle d'épidémie, on ne peut pas se contenter d'une analyse à partir des indicateurs descriptifs. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut à chaque fois, disons, analyser aussi le nombre de sujets testés. Et dans le cas présent, dans les 2 ou 3 jours, j'ai vu qu'il y avait un nombre assez important. Et en réalité, si on parle de ratio, je pense qu'il y a une certaine stabilité. Hein. On est à toujours, le ratio est à 0,1. Parce que 1 sur 10, 10 sur 100 ou 100 sur 1000, c'est toujours 0,1. Voilà. Donc lorsqu'on donne un chiffre 100, les gens ont l'impression que c'est très important. Donc je crois que j'en profite d'ailleurs pour féliciter les gens qui sont en première ligne, les techniciens de santé qui font un travail quand même remarquable. Et jusqu'à maintenant, je pense que, en tout cas sur le plan de la prise en charge, l'épidémie, disons, je dois dire qu'elle est bien maîtrisée. Le défi qui consistait à faire face à la charge en soins occasionnée par la maladie, ce défi est relevé aujourd'hui. Voilà, et j'ai vu que le ministère s'adaptait assez bien par rapport à la capacité d'accueil. Maintenant, c'est vrai que nous sommes dans un contexte d'imprévisibilité et d'évolution rapide. Quelquefois, en tout cas, lorsqu'il y a une épidémie, il faut toujours être vigilant et le principe de précaution nous impose quand même qu'on ait une capacité d'accueil pour faire face, quel que soit,
disons, l'ampleur de la maladie. L'ampleur, capacité d'accueil aujourd'hui, professeur, est-ce que le Sénégal est bien loti sur ce plan? Est-ce qu'il y a suffisamment de lits, pour utiliser le terme que vous avez l'habitude d'utiliser, de lits pour accueillir un nombre assez important de patients? Mais je crois qu'à ce rythme-là, nous sommes dans une situation où il va y avoir une adéquation entre la charge en soins occasionnée par l'épidémie et la capacité de prise en charge. Parce que nous avons, disons, le ministère a opté pour l'hospitalisation de tous les patients positifs. Moi, je pense qu'il faudrait quitter, voilà, cette option et arriver à ce que les patients vraiment qui sont bénins puissent bénéficier d'un traitement tout en étant, disons, isolés. Voilà, et ne pas peut-être à domicile. On peut le dire, ou en tout cas dans un endroit. En tout cas, dans un endroit. Comme c'est le cas présentement, certains qui sont isolés dans des hôtels ou autres structures de la place, donc pour désengorger un peu les hôpitaux. Voilà, il faut désengorger les hôpitaux. C'est sûr. C'est une option en fait. Voilà, c'est l'option. Moi, je pense qu'il faudrait, disons, opter pour cela. Ceci permettrait de ne pas saturer notre système de santé, parce que le gros problème en réalité c'est ça, saturer le système de santé, c'est ce qu'on craint. Mais je vois qu'on a décentralisé, disons, pour ce qui est disons, de la capacité d'accueil, et ça c'est une très bonne chose. Aujourd'hui aussi on s'est adapté par rapport au nombre, mais ce qui est sûr c'est que nous ne pourrons pas toujours faire face à la charge en soins, comme je l'ai dit, donc occasionnée par cette épidémie-là. Est-ce que la crainte, on peut le dire, professeur Omar Faye, c'est plus ces cas communautaires qui sont signalés depuis un certain nombre de jours et qui pourraient aujourd'hui justement rendre les soins, ou en tout cas qu'il n'y ait moins de lits de disponibles pour justement ces soins, ces cas communautaires? Moi, je ne comprends pas ce qu'on appelle cas communautaire. Il y a Madame le ministre de l'Air, qui en a parlé. Mais les cas communautaires, je ne comprends pas. Le propre de l'épidémie, c'est les cas communautaires. La transmission communautaire. Voilà. En réalité, ce qu'il y a, c'est des cas importés et des cas autochtones. Et au niveau des cas autochtones, il y a des contaminants qui ne sont pas identifiés. C'est-à-dire les personnes qui contaminent, qui ne sont pas identifiées. Mais le propre de l'épidémie, c'est ça. Si vous allez au marché, si vous êtes infecté, vous ne pouvez pas savoir que vous êtes infecté. Et en réalité, ça a la même signification qu'un cas contact. Donc le cas communautaire, pour moi, je voudrais bien qu'on m'explique pourquoi on pense que c'est plus dangereux que... Voilà. Parce que ça ne donne pas une... Bon, ça peut donner une vague idée de l'étendue de la maladie. Le problème aujourd'hui qu'on a, c'est qu'on ne connaît pas l'étendue de cette affection-là. Aussi bien les cas contacts que les cas communautaires ne permettent pas de quantifier l'étendue. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que lorsqu'on fait un testing au niveau des cas contacts, il est normal qu'on ait un nombre important de cas parce que c'est au niveau des cas contacts. Et ces cas contacts nous donnent beaucoup plus une idée sur la contagiosité qu'une idée sur l'ampleur de la maladie. Pour connaître l'ampleur de la maladie, il faudrait faire des études avec, disons, un échantillonnage qui soit assez pertinent au niveau du Sénégal pour voir quelle est la distribution de l'épidémie au niveau du pays. Il faudrait faire des études. Peut-être qu'on n'a pas les moyens d'un testing, mais en tout cas, avec un échantillonnage, on pourrait le faire. Ce n'est que de cette manière qu'on pourrait connaître l'étendue de cette affection-là. Mais ce que je constate, moi, à mon avis, c'est qu'il semble y avoir une stabilité, plus ou moins, disons, de cette épidémie, en tout cas en ce qui concerne son évolution. Et malgré les chiffres, vous le disiez tout à l'heure, des chiffres qui sont assez grands, pour ne pas dire qui inquiètent, mais malgré ces chiffres, le Sénégal est en train de s'en sortir, entre guillemets, ou de maîtriser en tout cas. Voilà, ces chiffres, si vous
ces 1000 personnes, chez les contacts, c'est normal que vous ayez un chiffre important. Si vous testez 100 personnes chez les contacts, vous aurez un chiffre moins important. Moi, je pense que c'est le ratio. C'est le ratio qui est important. Et ensuite, je pense qu'aujourd'hui, si on veut évaluer le ministère à partir des chiffres, n'est-ce pas, qui sont notifiés, qui sont donnés. Au quotidien, surtout. Voilà, au quotidien, je pense qu'on passe à côté. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de communication, ou en tout cas de réception de cette information pour les populations, dans la mesure où tous les jours ce sont des points qui sont faits par les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale, où tous les jours, vous le disiez tout à l'heure, on nous annonce par exemple 600 personnes qui ont été testées, et sur ces 600 personnes, peut-être quelques prélèvements qui sont revenus positifs. Est-ce qu'il n'y a pas un souci dans cette communication du ministère de la Santé, sans pour autant peut-être jeter l'anathème sur le ministère? Ah oui, il y a un problème. C'est-à-dire que c'est le ministère lui-même qui a mis en place, mais c'est bien d'être transparent. Au moins, le ministère a été transparent et c'est très bien. Mais il a mis en place, disons, des critères qui ne peuvent pas lui être favorables. Parce que chaque jour, il viendra dire que voilà, des cas, ça a augmenté, ça n'a pas augmenté. Je pense que ces critères ne peuvent pas lui être favorables. Je pense qu'il faut surtout insister sur les ratios. Sur les ratios. Parce que les gens ne peuvent pas comprendre qu'on ait testé plus de personnes voilà, qu'avant. Qu'il y ait plus donc, de cas contacts. De cas qu'avant. Voilà, c'est comme ça. Donc c'est plus ou moins un piège qu'ils ont même mis en place. Voilà, c'est ça. Un problème de communication et juste qui a également des conséquences pour les populations. Je le disais tout à l'heure. Aujourd'hui, vous êtes l'un des premiers à dire qu'il faut, par exemple, aller vers un confinement. Est-ce que aujourd'hui, cette idée que vous aviez, ou en tout cas cette stratégie que vous pensiez être la bonne, aujourd'hui, est-ce qu'elle peut être valable dans la situation dans laquelle nous sommes? Moi, j'étais pour le confinement dès le début. J'étais pour le confinement pour plusieurs raisons. Je peux vous les exposer. J'étais pour le confinement parce que la menace était importante. Je pense que cette épidémie porte en germe la capacité de destruction tellement importante de nos systèmes vitaux. C'est ce que tout le monde pensait. Voilà. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais en tout cas, dans un contexte d'imprévisibilité, et quand on connaît aussi les épidémies virales, on peut penser que cette épidémie, avec sa contagiosité, pouvait être dévastatrice. Ensuite, la deuxième chose, c'était la crainte de voir notre système de santé débordé, avec une saturation très rapide. Et donc, de ce fait, il fallait confiner pour diminuer la pression sur le système de santé. Il fallait confiner pour diminuer la transmission. Donc, le but du confinement, en réalité, c'est ça. Bon, en dehors de cela aussi, il y avait, disons, le fait que les mesures barrières, bien qu'étant très importantes, aussi ont une limite. Elles ont une limite objective pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, elles s'adressent à des personnes en bonne santé, totalement différentes de la relation médecin-malade, caractérisée par un contrat d'obligation face à un état pathologique exprimé. Elles ont des limites parce que la prévention, donc ces mesures barrières, sont de nature probabiliste. C'est-à-dire qu'il existe, en tout cas dans notre culture, des éléments, n'est-ce pas, qui reposent sur la bonne fortune, comme quoi le malheur est toujours improbable. Et ensuite aussi, la santé est une réalité qui est éminemment variable et les différents groupes sociaux ne valorisent pas les mêmes éléments de la vie. Comme on dit au Sénégal, cela n'arrive qu'aux autres. Voilà, cela n'arrive qu'aux autres. Et je sais que
Moi, j'ai fait une étude que j'aime bien rappeler. J'ai fait une étude parce que j'étais directeur de la prévention individuelle et collective. J'avais, au cours de cette étude, essayé d'évaluer, disons, l'effectivité du lavage des mains. Donc, j'avais pris 4 indicateurs. Le premier, c'était la mémorisation. Est-ce que les Sénégalais mémorisent le message? Le deuxième, c'était la compréhension. Est-ce qu'ils comprennent à quoi ça sert? Voilà. Le troisième, c'était l'agrément. Est-ce qu'ils sont d'accord? Et le quatrième, c'était l'effectivité. Pour les 3 indicateurs, mémorisation, compréhension et agrément, c'était bien. Enfin, c'était excellent. Mais quand il s'agissait de l'effectivité, voilà, l'indicateur s'effondrait. Parce que tout simplement, les gens, bien qu'étant d'accord, bien que comprenant la chose, ne se lavaient pas les mains ou de façon irrégulière. Donc voilà. C'est une question de mentalité à changer finalement. Si on prend l'exemple du Sénégal, le citoyen lambda qui peut-être ne maîtrise pas ces termes qui sont utilisés par les services du ministère de la Santé ou des professeurs comme vous, finalement ne savent plus qu'est-ce qu'il faut prendre pour l'information et comme bonne information pour justement changer de comportement. Est-ce qu'il ne s'agit pas de plusieurs paradigmes à prendre en compte aujourd'hui? C'est une question de citoyenneté. Aujourd'hui, bon, tout le monde dit qu'il est citoyen, mais l'affirmation de la citoyenneté repose sur la mise en situation de la responsabilité. La responsabilité... Elle est individuelle surtout. Oui, elle est individuelle. La responsabilité étant la revendication logique des conséquences de toute liberté. Donc, voilà, c'est ça. C'est donc une responsabilité qui aujourd'hui, disons, qui est demandée à tout le monde. Mais aussi, je pense que si le défi du renforcement de la citoyenneté en matière de prévention notamment reste la responsabilité, cependant, l'éternel postulat de cette dernière n'aura de sens que s'il y a des comportements autoprojudiciables, on propose des alternatives judicieuses. Parce que c'est évident que si vous demandez à des gens de se laver la main, les mains, si le robinet est fermé, mais écoutez, ils ne peuvent pas le faire. Voilà. C'est aussi, je voudrais aussi dire un mot peut-être sur le couvre-feu qui a été une excellente initiative. Oui. Mais disons que ce couvre-feu présente des dégâts collatéraux. Le fait que les gens s'agglutinent le soir entre 20h à 6h du matin. Voilà. Le fait, ça aussi, c'est un facteur qui facilite la propagation de l'épidémie. Et finalement, quels sont ou quel est peut-être le meilleur moyen de stopper ou maîtriser surtout cette épidémie dans un pays comme le Sénégal et surtout dans certaines régions? Parce qu'on l'a vu un peu dans la cartographie, Dakar, Touba, la région de Diourbel, Thiès, Saint-Louis, la région avec les départements comme Louga, dans le sud, pratiquement, c'est une épidémie qui commence à toucher pratiquement toutes les régions, 10 régions sur 14. Quelle est peut-être la meilleure mesure ou les meilleures mesures à prendre pour faire face? Bon, les mesures classiques, il faut les continuer et les renforcer. Les mesures barrières, il faut les renforcer. Le couvre-feu de 20h à 6h, ok. Est-ce qu'il faut le rallonger comme le préconisaient certains, par exemple? Le couvre-feu, je ne pense pas. Le couvre-feu a des limites, parce que, comme on sait, si on laisse les gens, disons, pendant la journée, à leurs habitudes, la transmission va se faire pendant la journée et pas la nuit. Donc le couvre-feu a aussi des limites. Mais ce que je veux dire, c'est que le confinement pourrait avoir un sens si on sait que les cas augmentent. Parce qu'en fait, son but, c'est aussi de diminuer la transmission et d'éviter que le système de santé soit saturé. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est très difficile de confiner
du fait que les Sénégalais sont actuellement fatigués. Et que peut-être qu'il faudrait... Économiquement, financièrement. Financièrement. Peut-être qu'il faudrait évoluer, aller dans le sens d'un confinement des personnes à risque de plus de 70 ans et des personnes qui présentent une comorbidité. Et à cela, on ajouterait d'autres stratégies. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit réaliste. Il est évident qu'on va vivre avec ce virus pendant encore longtemps. On n'a pas encore vu le bout du tunnel. Non, le virus va continuer à circuler. Même pas seulement au Sénégal, mais dans le monde. C'est évident. Et donc, il faut qu'on se dise, il faut qu'on utilise. Vous savez, en matière d'épidémie, il faut avoir une ampleur de vue qui est supérieure à celle du présent. Il faut savoir anticiper. Voilà. Ceci veut dire qu'il faut développer des stratégies qui laissent une large place aux méthodes anticipatrices que vous avez dit. Ce qui permet d'identifier de façon précoce, notamment, les forces motrices qui animent ce complexe pathogène, c'est-à-dire cette épidémie-là. Donc, ce sont ces forces motrices qui vont déterminer le nombre de sujets atteints. Pour cette épidémie, les forces motrices essentielles, les forces motrices essentielles, c'est la contagiosité. La contagiosité du virus. On a dit qu'il y a une personne qui a contaminé 20. C'est aussi les personnes asymptomatiques. L'épidémie, c'est les personnes asymptomatiques. Ce sont les personnes les plus dangereuses sur le plan épidémiologique. Voilà. Et ces personnes sont importantes. On a dit qu'il y a beaucoup de jeunes qui peuvent héberger le virus sans présenter de symptômes. C'est aussi l'environnement socioculturel avec la sociabilité, la promiscuité, la mobilité, la pauvreté. Donc ce sont ces forces motrices qui entraînent aujourd'hui une dynamique qui est là, n'est-ce pas? Et cette dynamique qui est communautaire et qui se traduit de temps en temps, comme on l'a vu, par ce qu'on appelle les cas communautaires. Donc il y a une dynamique communautaire qui est là. Parce que les cas contacts, en réalité, peut-être reflètent un certain degré de transmission, mais ils ne reflètent pas l'étendue de la maladie. Parce que certains disent même que les cas contacts sont en fait issus de cette transmission communautaire. Il s'agit des contacts voilà, ce qu'on appelle cas communautaire. Moi, je ne sais pas ça, mais il y a une dynamique en tout cas qui est là, qui peut s'amplifier à tout instant, et qui peut donc exploser et qui est là. Et voilà, donc ce qu'il faut faire, c'est maintenant voir comment est-ce qu'on peut faire pour vivre avec le Covid, tout en développant des stratégies, notamment la stratégie de confinement des personnes à risque, comme je l'ai dit, le port généralisé des masques au niveau des espaces collectifs, ensuite les mesures barrières qu'il faut maintenir, renforcer. Oui. Bon, ensuite, bien sûr, il faut élargir et décentraliser notre capacité d'accueil, parce qu'on ne sait jamais. Le principe de précaution l'impose. Et c'est là où justement est le problème, puisqu'on le sait, dans les pays africains de manière générale, le Sénégal en particulier, le système de santé est, on ne peut pas dire, assez... Certes, ils sont en train de faire des efforts pour renforcer et augmenter la capacité, mais on a quand même un système plus ou moins obsolète dans la mesure. Oui, mais nous débrouillons assez bien. Moi, je pense que les gens quand même critiquent trop facilement notre système de santé. Je pense que nous avons un système de santé qui est très résilient. Et quand même il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Il y a beaucoup de ressources qui ont été injectées, à la fois en termes de structure, en termes d'équipement, en termes de personnel aussi. Et il y a beaucoup de gens, quand ils sont malades dans la sous-région, ils viennent au Sénégal. Donc on a tendance quand même à critiquer, mais je pense qu'aujourd'hui, notre système de santé fait du bon travail. Mais là, il faut l'améliorer. Parce que nous sommes devant une épidémie quand même
on n'a jamais vu. Oui, puisqu'on a vu des pays, notamment riches, économiquement. S'effondrer. Le système de santé s'est effondré. L'Italie, son système de santé s'est effondré. La France, l'Allemagne, les États-Unis. Ah, ben oui, voilà. Alors, je pense que quand même, on tire notre épingle du jeu. Voilà. Donc, c'est ça. Et ensuite, ce qui est très important aussi, c'est d'avoir une approche régionale. Parce que ce qui est évident, c'est que il faut qu'on travaille avec la Gambie, avec la Guinée-Bissau, avec la Mauritanie, etc. Parce qu'on ne peut pas penser sanctuariser notre pays si un de ces pays, il y a un virus là-bas. Parce qu'il y a cette transmission. On reviendra sur cet aspect et surtout ce caractère régional de la lutte qui doit être menée. Ce sera dans la seconde partie de votre émission Toute la vérité. Juste après cette courte pause, nous revenons tout de suite. jamono ji ñu tollu ak feebaru coronavirus bi nañu gëna faratal raxas suñuy loxo ak saabu te di si ñaax njaboot gi yépp saa su ne Cetex saabu liquide la bu du te gaaw a xëpp di dindi bépp saleté ak microbe bàyyi ñu ak xet gu neex disponible chez Casino, U-Utile, U-Express, Auchan et Exclusive. Magay bu sell ci xale firnde mbëggeelu yaay ci doomam seen couche bonjour yi ay jumtukaay yu xarale lañ ko liggéeyee yu ci mel ni polymère hyper absorbante yi di bàyyeekoo ca réewu Japon ak pâte de bois absorbante ñu jële ca Amérique baaxeewoo lool ci téye bépp xeetu liquide bi tax sa doom du tooy guddi gi yépp teg ci nelaw ba yandoor couche bonjour yi daal mooy firnde mbëggeel yaay ci doomam. Mes journées sont très mouvementées, alors il me faut un partenaire avec beaucoup d'assurance. Mon choix, c'est Intimax. Intimax, une serviette fine au voile micro-perforée et ultra absorbante. Intimax est conçu avec un gel qui capte et neutralise les odeurs. Avec Intimax, bougez en toute liberté. Intimax existe aussi en gel intime et protège-slip. Merci à la régie et pour la courte page de publicité. Retour dans votre émission Toute la vérité. Toujours avec nous, le professeur Oumar Faye. On parlait tout à l'heure, professeur, de cette lutte qui doit être de manière globale, régionale aujourd'hui avec les pays qui entourent le Sénégal. On devrait peut-être rappeler que même cet épisode du virus Ebola, vous avez été autant directeur de la santé, le Sénégal qui s'est quand même assez bien qui a joué son rôle, surtout sur le plan régional, avec la fermeture des frontières. Et après, on a vu ce qui s'est passé avec ce virus qui, finalement, n'a pas eu droit de cité dans ce pays. Est-ce que c'est la même approche qu'il faut avoir par rapport à cette guerre qui est menée contre le Covid-19? Lors de l'épidémie d'Ebola, je n'étais pas le directeur de la santé. Mais ce que je dois dire, c'est que ce n'est pas illustratif d'une épidémie, bien que ce soit une maladie et très dangereuse. Cette épidémie-là, disons, est différente. Mais ceci dit, je pense que en épidémie, contexte de la région, on ne peut pas fermer les frontières. Parce qu'en il y a deux types d'acteurs qui sont dangereux en cas d'épidémie. Ce sont les porteurs sains et les clandestins. Il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas de clandestins. Lorsqu'on voit nos frontières, il vaut mieux que les gens passent de façon normale au niveau des points d'entrée. Qui est entré au Sénégal, c'était un clandestin. Vu que même la transmission entre régions ou
département se fait justement de manière clandestine, dans la mesure où, si on prend l'exemple de Tivaouane, qui a connu son premier cas, c'est un Sénégalais, Bontin, venant de Touba, qui, de manière détournée ou de manière clandestine, est rentré dans Tivaouane et a peut-être disséminé ce virus. Est-ce qu'on peut aujourd'hui parler de revenir à ce confinement dont vous parliez tout à l'heure, justement? Oui. En tout cas, ce qu'il faut, c'est se dire que on ne peut pas sanctuariser notre pays si les autres pays sont, en tout cas si l'épidémie continue dans ces autres pays. Dans les autres pays. Donc il faut qu'on ait une approche, cette approche. Ceci dit, je pense qu'il faut qu'on revenir aux stratégies qu'on doit adopter aujourd'hui. Parce que ce qu'il faudrait éviter, c'est qu'un drame sanitaire, c'est un drame économique. Et si ce n'est pas le cas, les gens sont très frustrés. Je pense moi que les Sénégalais savent en se disant avec le Covid, comme on vit avec autre chose. Il y a un problème dans cette épidémie. Deux choses. C'est que cette épidémie a la facilité de soustraire des affections qui ont un nombre de... C'est-à-dire qui se basent sur les sont beaucoup plus dangereuses que le paludisme ce samedi. Oui. Vous entendez actuellement. C'est on déserté les structures hospitalières. La deuxième chose, c'est la manière dont cette épidémie a été portée dans l'espace public est considérée comme un problème sécuritaire et beaucoup plus révélatrice de la morbidité sociale, c'est-à-dire les représentations très importantes liées à cette affection, que de la stricte réalité épidémiologique comme elle peut être révélée par les indicateurs de santé, notamment dans le cadre de la santé publique. Par exemple, si on prend le taux de létalité, je dois dire que... Il est assez faible. Il est assez faible. Assez faible. Même, même si on peut dire que un patient qui décède, c'est déjà c'est toujours quelque chose. Quand même, c'est assez faible. Voilà, c'est assez faible. 7 décès pour près de 600... de létalité de moins de 1% peut-être. Voilà. Alors, il faut qu'on essaie de vivre avec le Covid, qu'on développe ces stratégies, que les gens reprennent le travail. Est-ce qu'on peut, dans contre le Covid-19, on va encore chercher, il va falloir patienter avant de trouver soit le vaccin ou un remède efficace contre le Covid-19, même si on a vu par exemple au Madagascar, on parle d'un remède, on en parle également en Allemagne avec des essais cliniques pour un... Est-ce qu'il va falloir attendre encore avant d'avoir le remède? Moi, je pense qu'il y a le vaccin qui peut nous tirer. Au niveau mondial, que vous avez vu en Europe, donc là, il va y avoir une partie de la qui a été condamnée et partie. Et donc l'épidémie va à chaque fois reprendre. Maintenant, il y a des facteurs qui font que peut-être on peut se dire justement qu'on peut vivre avec le Covid. Si on sait que nous sommes infectés, c'est une évidence. Dans de gravité aussi, en de gravité, nous payons moins de tributs que le Nord. Et donc, en fait, des là, voilà. Ça, moins de cas en Afrique, moins de décès en... La règle. Qu'est-ce que
problèmes qui sont... Par exemple, Ebola, strict. Il faut que les il faut pour la on peut pour c'est ma conviction. Ensuite, là, il faut nécessairement donc obligatoire. Il faut que les utilisent. Donc, il faut pour la on paye pour l'importance. Il faut, c'est ma conviction, un régime obligatoire. Il faut que les Sénégalais cotisent. Voilà. Sinon, on ne pourra jamais avoir de ressources. Et ensuite, il y a ces gratuités-là. Mais il y a trop de gratuité. Il faut nécessairement donc sortir ou se départir de cette... Ah mais oui. Ah oui, absolument. Il y a puisse bénéficier de la santé. C'est un droit finalement, c'est un devoir aussi. Oui, c'est vrai que la santé c'est un droit fondamental. C'est un droit fondamental, constitutionnel. Mais aussi, il faut voir ce qui peut être fait et ce qui ne peut pas être fait. Mais si on veut que la santé fonctionne, si on veut que les gens puissent se soigner de façon normale, puissent se soigner quand on est malade, il faut quand même prendre en tout cas la bonne décision par rapport à cela. Alors on se rend compte que même lors du vote du budget au Parlement, le secteur de la santé ne bénéficie pas, comme peut-être le secteur de l'éducation, de ces 40% du budget national. Est-ce qu'il ne faudrait pas également sur le plan politique que les choses puissent évoluer, surtout au sortir de cette pandémie qu'est le Covid-19? Oui, ce qui est bien, en tout cas, cette pandémie a mis la santé au devant. Tout le monde se rend compte aujourd'hui que la santé quand même est importante. Les ressources financières et des besoins. Je dis de la santé, mais je sais que c'est très importante. On lui alloue quand même. Mais si on à la il faudrait explorer, voir les financements innovants pour santé. Mais c'est vrai qu'il faut des ressources. Plus personnel. Oui, parce que la santé est un secteur social. Et en tant que tel, disons, la demande dans tous les pays, les gens se plaignent. Voilà. Et en tout cas, arriver à ce que nous avons une certaine vision à l'utilisation. De revoir un peu le budget de la santé, de mettre un peu plus d'argent, pour parler de manière triviale, dans le secteur de la santé. Oui, s'il y a de l'argent. Voilà, s'il y a de l'argent, bien sûr.
personne ne pourrait refuser que le budget de la santé soit augmenté. Mais encore, nous sommes dans un pays où quand même, les ressources sont limitées. Ouais, sont limitées. Il faut être réaliste. Je pense qu'il y a 200 milliards, je crois, je ne sais pas, pour la santé, je crois. Je ne suis plus. Mais c'est pas mal. Je crois que c'est le deuxième budget après l'éducation. Alors, certains en Afrique ont vite fait de demander, c'est le cas au Sénégal, que l'on retourne justement à la nature, à savoir avec les produits phytosanitaires ou en tout cas l'usage ou l'utilisation de plantes ou le retour justement à cette médecine dite traditionnelle. Vous êtes un professionnel du milieu. Est-ce qu'on doit allier les deux pour peut-être trouver la solution face, pas seulement à cette pandémie, mais à d'autres pathologies aussi? Oui, il faut allier les deux. Il faut allier les deux parce que c'est deux ordres conceptuels différents. Vous savez, la médecine, le tradipraticien, ou plutôt le médecin. Je donne un exemple. Quand un enfant quand même sort, fait un accident et ensuite se casse la jambe, quand il vient voir le médecin dit il y a une fracture, disons, routier, quoi, voilà, dû à une voiture. Et ce qui l'intéresse, donc, c'est le corps. Il va mais quand le praticien et mais on se demande pourquoi. C'est ça qui est important pour le praticien. Le praticien utilise un langage dans le état informé. Voilà. Alors, le praticien de la totalité de la personne. Alors, sectorise la personne. Donc, différence de conception, c'est deux médecines. Il ne faudrait pas juger la médecine traditionnelle pour critère de jugement médecin. Deux choses qui peuvent. Parce que c'est traditionnel, quand même, qui est là depuis. Moins suffisamment de reconnaître cette médecine traditionnelle. Il y a une division de la médecine traditionnelle. C'est qui dit que quand 60% de la quand une thérapeutique, la thérapeutique est mauvaise. En cas de il y a une bonne partie de la population qui pas le c'est des Alors, nous allons terminer par cette question. On a vu durant ces derniers jours beaucoup de médecins ou de personnel de la santé qui sont finalement également touchés par ce Covid-19 ou infectés par le coronavirus. Faudrait-il que le ministère de la Santé, que l'État de manière générale puisse mettre un peu plus de à la disposition pour les de cette pandémie.
les gens qui n'ont pas de faudrait que le problème parce que les gens sont là pour soigner. Là, que et moi, je la personne